justement. Comment êtes-vous entré dans la bande dessinée? On va commencer par André Chéret. Comment êtes-vous venu à la bande dessinée? J'ai commencé à faire de la bande dessinée quand j'avais 5 ans. C'est un peu étonnant, mais enfin, non, mais c'était pendant la guerre et j'étais évacué. Mes parents étaient restés à Paris, j'étais évacué dans un petit hameau dans l'Allier. Et comme je ne savais ni lire ni écrire, je dessinais tout ce que je voyais et j'ai commencé mes bandes dessinées comme ça. Donc vous êtes entièrement autodidacte? Tout à fait. Je n'ai jamais appris à dessiner, j'ai jamais appris l'anatomie, j'ai jamais rien appris. Mais bon, maintenant je sais qu'il faut quand même faire des études pour faire du dessin, mais je crois que moi je suis né avec, sûrement avec un crayon ou une vue de la perspective, tout ce qu'on veut. Parce que je parlais de Bernegard, je parlais de Tarzan, et évident que quand on pense à Rahan, on pense aussi à Tarzan. Alors c'est un auteur que vous connaissiez, vous avez lu quand vous étiez gamin? Quand j'étais gamin, oui, j'ai lu Tarzan de Hogarth, et j'ai lu aussi Durga Rani de Pélos, qui était une femme qui se trimballait dans la jungle aussi. Et je trouvais que les deux s'assemblaient très bien, parce que le dessin dynamique de l'un et de l'autre était très, très, très fort. Et ça m'a donné quand même envie. Moi, j'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours aimé voir remuer les personnages, et je ne comprends pas qu'une bande dessinée ne soit statique. Donc j'essaye le plus possible de faire ce que le lecteur demande, c'est-à-dire une bande dessinée qui soit dynamique. Vous utilisez même, disons, un dynamisme dans la construction même de la page, parce que vous êtes un amateur des cases éclatées. Oui. Ce qui n'est plus aussi fréquent aujourd'hui que ça pouvait l'être peut-être dans les années 70, entre autres. C'est-à-dire que moi, quand je dessine, je ne dessine pas les cadres. Je les dessine après, de façon à ce qu'ils ne me gênent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de faire, par exemple, un personnage avec un couteau ou une épée, et puis de lui couper l'épée parce que le cadre est là. Moi, il faut que l'épée soit entièrement dessinée. Comment vous intervenez justement dans la construction, dans l'écriture de Rahan? C'est-à-dire que moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais eu un seul scénariste qui m'a reproché quoi que ce soit. Donc je fais ce que je veux, je lis le scénario et je dessine ce qu'il veut que je dessine. C'est-à-dire que quand Roger Lecureux m'expliquait que Rahan était en train de se battre avec un aigle, c'est à moi à savoir dans quelle position je vais mettre Rahan, si je le mets en tant que victorieux, en tant que ou alors quand il est en détresse, je dois faire des vues basses, des vues hautes, des vues plongeantes, je dois faire tout. Et le scénariste, lui, se contente de dire Rahan se bat avec un aigle, et moi je dessine l'aigle en entier, avec les plumes, et donc je ne vois pas un scénariste qui puisse dire quelque chose sur le dessin. Mais c'est ça, vous n'aviez pas de... Donc vous avez travaillé avec des scénaristes qui vous laissaient libre cours, parce que j'ai lu aussi des scénarios de Jean Vanham, et c'est vrai que les scénarios de Jean Vanham sont généralement assez succincts et essentiellement se limitent à une présentation de la situation et à un dialogue. Et vous, c'est ce genre de choses qu'on vous fournit. Le cadrage, le découpage, c'est votre travail. C'est mon travail, mais c'est pas le travail du scénariste. Le scénariste, lui, il se contente de mettre le texte, l'explication du dessin qu'il voudrait, et plus le texte dans les bulles, quoi. Mais ça s'arrête là, je ne peux pas lire une page, et puis après ça, dessiner une page, et puis lire l'autre page, pour moi c'est impossible. Donc je fais la lecture du scénario en entier, et après ça je fais toute une mise en page en petit,
Et après ça, j'ai plus qu'à faire ça sur ma grande page, c'est simple. C'est très simple comme ça paraît très simple. Il suffit simplement d'avoir les personnages qu'il y a dans le sens de la lecture pour savoir dans quel sens on doit les mettre. Alors, je voudrais demander à André Chéret, alors c'est dommage Bob de Groot n'est pas arrivé parce que je trouve qu'il y a un lien assez important entre Léonard, la série Léonard et Raon. Alors actuellement, ça saute pas forcément aux yeux, ni sur le plan graphique, ni sur le plan narratif. C'est que je trouve que Raon, c'est aussi un génie. Parce que c'est incroyable tout ce que Raon a inventé depuis une quarantaine d'années. Ça c'est le scénariste qui invente. Oui, mais vous, ça vous arrive jamais de lui en suggérer quelques-uns autres parce que je pense que vous prenez un malin plaisir. Enfin, je sais pas, dans un des derniers que j'ai eu l'occasion de lire, Raon a même inventé le téléphone. Oui, tout à fait. Donc c'est quand même assez intéressant. On est dans du texte. Ça, c'est le scénariste qui invente tout ça. Mais moi, je ne discute pas avec mes scénaristes. Non, jamais. Je n'ai jamais discuté avec mes scénaristes. D'abord, pour créer Raon, je l'ai créé. Moi, j'habitais en caravane à Menton. Et Roger Lescureux était à Paris. Et j'ai fait mon premier Raon à une distance de 800 km. Enfin, un peu plus même. Et je n'ai jamais discuté avec Roger Lescureux du scénario. Parce que là, ça ne me vient pas à l'idée, moi, par exemple, de discuter avec mon scénariste dans quelle position je vais faire ça ou ça. Je sais très bien, moi, dans quelle position je vais le mettre, et puis le scénariste, il n'a rien à dire. D'accord, et vous avez fait ça, la même chose avec Jean Braham quand vous aviez fait Domino. Tout à fait, oui. D'ailleurs, Domino a quand même été créé par Michel Greg, qui a fait le premier épisode. Après ça, on a demandé à Van Damme qu'il fasse le scénariste de Domino. D'ailleurs, c'était son premier scénario. Avant, il travaillait chez Philips, il n'était pas du tout scénariste. Vous avez travaillé au départ avec un support presse. Parce que quand vous avez créé Raon, c'était pour PIF, Pif Gadget, si je ne me trompe pas. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes dessinateurs, ils sont obligés de travailler directement pour un album. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez l'un et l'autre de le travail pour la presse alors vous, je ne sais pas si ça vous est arrivé de travailler pour la presse ou le travail pour l'album. Est-ce que ça change votre façon de travailler? Est-ce que ça change votre regard sur la bande dessinée? Ça change énormément. D'ailleurs, nous, quand j'ai fait Bob Ballard aussi pendant 6 ans avant de faire Raon. J'ai travaillé dans la presse, mais la presse, ça permet simplement de ne pas regarder le nombril et de ne pas attendre que l'album sorte. C'est-à-dire que dans la presse, ce qu'on dessine, 8 jours après, 15 jours après, c'est en presse. Et il faut se dépêcher de le faire. Et je crois que c'est un exercice de rapidité aussi que maintenant les jeunes n'ont pas du tout. Moi, j'ai discuté avec des jeunes, ils me disent « Ah mais moi, pour faire une bande dessinée, je fais des dessins, après ça, je les photocopie, je les retourne, je les modifie, je les agrandis. » Je dis « Moi, je ne comprends pas ça, c'est pas de la bande dessinée, ça, c'est pas un travail instinctif. Moi, je travaille dans l'instinct, je travaille le plus rapidement possible, même si mon anatomie n'est pas toujours exacte, mais l'exactitude est dans le mouvement et dans ce que je veux dire dans la BD. Et puis, je ne comprends pas non plus quand on me dit je fais les cadres et puis je fais le dessin dedans. Non, moi, je serais en prison comme ça. Et puis si j'avais un scénariste qui me dit ah ben, il faut faire ton scénario avec ton dessin en suivant, ça, je ne pourrais pas travailler comme ça. Ça me serait impossible.
ne suis pas le seul. Hein. Par exemple, Jean-Yves Mitton est comme moi, il dessine très vite, et puis on a beaucoup dessiné dans la presse, et c'était plus pratique de bien dessiner et de s'exercer. C'est intéressant ce que vient de dire André Chéret sur le fait qu'il est capable de faire 45 planches en un mois, et je suis persuadé que c'est pas pour se vanter, parce que si vous lisez aussi des entretiens avec beaucoup d'autres auteurs anciens, des gens comme Will, des gens comme Tillieu, des gens même comme André Franquin ou Uderzo, hein, à ses débuts, c'était des personnes qui faisaient en moyenne 5-6 planches par semaine. Aujourd'hui, ça paraît complètement aberrant d'envisager de faire 5-6 planches par semaine, encore qu'il y a des auteurs qui les font toujours. Et je peux vous couper, il y a aussi le phénomène du blog aujourd'hui. Moi, je pratique pas plus que ça, mais je sais qu'il y a énormément d'auteurs qui font une note de blog par jour qui correspond quand même à une page de BD et qui remplissent quand même. Donc c'est aussi, je pense que le numérique a aussi pas mal changé la donne. Parce qu'effectivement, le papier aujourd'hui, c'était quand même quelque chose d'assez fort pour faire connaître des auteurs, que ce soit tous les magazines de l'époque qui aujourd'hui n'existent plus. Effectivement, nous on se retrouve donc effectivement un peu dans le vide, et donc beaucoup de jeunes auteurs font leurs armes en passant par blog, se font découvrir par les éditeurs sur ces plateformes numériques, et après se font éditer. Donc effectivement, après il y a toujours, tout dépend des styles. C'est vrai qu'il y a des auteurs qui mettent 4 ans pour faire des albums. Bon, effectivement, ça doit être dur pour vivre. Oui, je pense même que ça doit être impossible, à moins de tirer à 300 000. Oui, mais justement, et sur la question que je vous posais là, sur les tirages papier, vous avez constaté une évolution des chiffres, une évolution des ventes, des tirages plus faibles qu'autrefois ou pas? Non, je trouve moi que pour mon compte personnel, les albums ça monte toujours très bien. Et ce qui est dommage un petit peu, c'est d'avoir laissé tomber certains personnages comme Domino, d'autres aussi. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas réédité, parce que les éditeurs aiment bien utiliser les fonds, hein, en particulier. Enfin, quand je dis les fonds, c'est pas les fonds de tiroir, hein, je parle de ce qu'ils ont dans leurs fonds, hein, pour en faire entre autres des intégrales. Hein. C'est ce qui est quand même, l'intégrale étant nettement vous-même d'ailleurs, Rahan actuellement est publié essentiellement sous forme d'intégrale. Oui, tout à fait. Mais je voudrais revenir à une chose, c'est que dernièrement j'ai fait une adaptation en bande dessinée d'un feuilleton télévisé qui s'appelait le Sacre de l'Homme, qui a été fait par M. Malater, Jacques Malater, et il m'a donné, lui, le scénario. Il m'a donné aussi les photos des personnages, et puis je suis parti comme ça. Et quand il a vu mon album, il s'est dit, mais c'est pas vrai, tu as vu les rushs qu'on a fait sur le film? Je dis non, absolument pas. Et c'est parce que il m'a dit, ouais, tu m'as volé mon truc, enfin mon scénario, mon histoire, pour mieux me le rendre. Et ça, je trouve que c'est un plaisir, c'est un beau compliment. Mais c'est vrai que moi j'ai une vue cinématographique qui me gêne absolument pas et qui me sert dans le dessin. Non, j'ai poussé la porte des éditions Vaillant lorsque j'avais 18 ans. J'avais quelques dessins comme ça. J'ai vu une personne qui était le rédacteur en chef de l'époque, et il m'a sorti une page de Polivet, puis il m'a dit, quand tu sauras faire ça, tu reviendras. Je suis parti à l'armée, j'ai fait mon service militaire comme beaucoup à l'époque. Je suis parti en Allemagne, j'ai pas quitté l'Allemagne pendant 28 mois. Et
à mon retour, j'ai commencé à travailler pour Cœur Vaillant, pour Franc-Jeu, pour pas mal de journaux. Et puis un jour, j'ai décidé d'aller comme ça, revoir chez Vaillant si on pouvait me redonner du travail. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est quelque chose qui... Vous voulez peut-être parler de Bob Mallard alors? C'était Bob Mallard, oui, c'était une histoire contemporaine, enfin, où il y avait des avions. J'aime pas beaucoup dessiner les avions, j'aime pas beaucoup dessiner les voitures, je n'aime pas beaucoup dessiner les vélos, je ne sais pas dessiner les vélos, mais je me sens très bien dans la préhistoire, parce que là, il n'y a pas de vélo. Bien que Raon, un jour, Raon, je l'ai fait quand même dans un petit journal communal, je l'ai fait en vélo, mais enfin, c'est pas pareil. Mais non, on a abandonné, moi personnellement, j'ai abandonné l'histoire de Mallard parce que j'étais beaucoup plus concentré sur Raon, et puis je fournissais quand même 40 pages par mois. J'avais du mal à faire un personnage avec des avions. Tu me dis, tu la veux pour quand? Ben, le plus tôt possible. Et tu as fait l'affiche d'une rapidité extrême. Alors là, chapeau. Ah non. Alors, je crois que tu n'as pas mis une semaine entre le coup de téléphone et quand tu m'as rappelé pour dire, c'est Marc, ton affiche est finie. C'est-à-dire que moi je suis un feignant qui s'ignore, et plus vite j'ai fini mon travail, plus vite je fais mon jardin. Ceci dit, elle est très 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 jolie. Donner à la bande dessinée, malgré toutes les inventions un peu bizarres. Je vois par exemple pour Raon, j'ai beaucoup de préhistoriens, de paléontologues, de conservateurs de musées qui m'ont dit que si on n'avait pas lu Raon, on ne serait jamais devenu ce qu'on est devenu. Alors donc la bande dessinée entraîne quand même quand on fait de l'humour, les découvertes et les choses comme ça, c'est vraiment... J'en veux pour preuve que j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans une boîte où on gère. Il y a des gens qui présentent une invention et quand elle vaut la peine, bon, parfois ils tombent sur des trucs, écoutez, faites autre chose, faites plombier, je sais pas. Et parfois il y en a qui sont intéressantes, hein, qui demandent qu'à être développées. Et alors il a fait carrément des chemises imprimées en voie de léonardisation, parce qu'il aime bien mon personnage aussi. Et voilà, on suscite des tas de vocations, c'est bien. Et tu n'as pas encore un qui voulait absolument faire tourner un couteau sur une pierre pour savoir où il voulait aller. Tu vois, je me souviens de mes lectures. J'adorais. C'était un ligne particulièrement dense, hein, Bill Gadget. Quand on voit ce qu'il y avait, quand il y avait des tas de grands bonshommes, comme toi déjà. Hein, oui, mais il y a eu Gottlieb, il y a eu tout le monde. Il y a eu tout le monde, oui, c'est incroyable. Il y a eu des très grands dessinateurs. Absolument. Paul Yvet notamment, je pense. Paul Yvet aussi. Rien à faire. Pratt, il y avait tout le monde, oui. Non, c'était vraiment très intéressant. Gillon aussi. Paul Gillon. Qui vient de où on pouvait tapisser la salle avec une petite image. Oui. Je me souviens de son format. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, elles n'ont jamais été montées vraiment comme ça. Je ne sais pas comment ils faisaient. Mais moi aussi, je dessinais très grand. Puis maintenant, en vieillissant, j'ai les bras qui raccourcissent. Mes planches sont de plus en plus petites. Attention, parce qu'avec ton polo, là, si ça raccourcit encore, tu vas devoir faire la manche. Merci à la maison Bouvet-Dubé d'avoir permis ce premier café, donc ce café littéraire. Et Jean-Maurice, je crois que l'année prochaine, nous allons continuer sur cette idée.